Bonjour à tous, bienvenue à cette visioconférence du Salon Go 2021. Salon Go qui fête cette année son 10e anniversaire. Alors nous allons aborder cet après-midi un sujet parfaitement essentiel pour les créateurs d'entreprises, à savoir entreprendre en franchise. Effectivement, la franchise est un concept très intéressant pour tous ceux qui envisagent de se lancer dans la création d'entreprise. Alors, nous allons découvrir tout cela ensemble grâce à l'intervention de Rosemary Moins de la Fédération française de la franchise qui est avec nous depuis Paris en direct et que je remercie vivement. Alors, nous vous invitons à poser toutes vos questions via le chat qui est à votre disposition. Donc, le chat, vous le retrouvez en haut de votre écran. Donc, il s'agit des deux petites bulles qui sont superposées et sur laquelle vous pouvez voir un point d'interrogation. Donc, il vous suffit de cliquer sur ce point d'interrogation, le chat s'ouvre et nous vous invitons donc à poser vos questions par écrit, à les publier et nous répondrons à l'ensemble de vos questions à l'issue de la présentation. Alors, je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement, peut-être encore ce soir ou demain matin, sur la chaîne YouTube de la CCI et la chaîne YouTube de la Chambre des métiers. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Rosemary Moins. C'est à vous. Merci beaucoup, Madame Stark et Madame Cuisinier. Je suis ravie d'être avec vous. Effectivement, la CCI de Metz Métropole m'a conviée à venir vous voir pour vous expliquer ce que c'était que la franchise. Donc, on va essayer en 45 minutes d'en dire un maximum, en tout cas de condenser pour que vous ayez l'essentiel pour pouvoir avancer. Alors, quelques réflexions de départ pour alimenter un peu le sujet. Je le dis, mais je le redirai. Quand on devient franchisé, on devient avant tout un créateur d'entreprise. Donc, toutes les démarches que vous devez faire pour créer votre entreprise devront être faites, même si vous décidez de partir en franchise par la suite. Donc, il faut vraiment avoir envie d'être son propre patron et de mesurer toutes les conséquences que ça peut avoir d'un point de vue personnel et d'un point de vue financier. Quand on dit d'un point de vue personnel, souvent on dit que on emmène toute la famille avec soi quand on se lance dans un projet d'entrepreneuriat. C'est exactement la même chose en franchise puisqu'on va y consacrer énormément de temps. Et bien entendu, il y a aussi des conséquences financières puisqu'il faudra mettre un peu d'argent sur la table pour créer cette entreprise. On en reparlera, mais il faut en être bien conscient avant de se lancer. Il y a aussi un point sur lequel il faut réfléchir, c'est que, et on le verra, la franchise offre plusieurs avantages, notamment l'un d'eux, c'est de se dire, il y a un secteur d'activité qui me conviendrait bien, mais je n'ai pas de compétences techniques sur ce métier-là que j'envisagerais bien de faire, mais je ne vais pas y aller parce que je n'y connais rien. Je le redirai tout à l'heure aussi, mais ça n'est pas un frein pour devenir franchisé. Ceci étant, le franchisé, qui est un commerçant indépendant, doit quand même faire preuve de certaines compétences commerciales. Ça semble évident de le dire, mais vous allez ouvrir un commerce, que vous vendiez du produit ou du service, vous allez quand même être commerçant, vous allez vendre quelque chose. Donc, il faut avoir ça en soi. Et ces compétences commerciales peuvent être assorties de compétences managériales, puisque aussi, en fonction des cas et de l'entreprise que vous allez créer, vous allez être amené à gérer du personnel. Alors, ça peut être 3 personnes, mais ça peut être aussi une équipe de 50, 60, 80 personnes dans ces cas-là, enfin dans certains cas. Donc, il ne faut pas perdre de vue ça aussi, qui sont finalement, quand on parle aux franchiseurs du profil du franchisé, reviendront toujours ces compétences commerciales et managériales, mais ça, vous avez pu sans doute les exercer dans d'autres métiers, mais vous pouvez les mettre à profit pour créer votre franchise dans un secteur bien précis. Et puis, dernier élément, aimer travailler en réseau. Bon, bien sûr, le réseau de franchise est un réseau en tant que tel, c'est-à-dire que c'est plusieurs personnes qui se rassemblent autour d'un projet identique finalement et qui vont utiliser les mêmes méthodes, avoir la même marque, en être l'ambassadeur, etc. Et aussi de travailler et de mettre en commun certaines expériences pour aller plus loin et pour aller plus vite. Donc, il ne faut pas avoir, je dirais, le sentiment, l'envie ou la tendance à rester seul dans son coin.
quand on devient franchisé, on fait partie d'un réseau et on travaille avec les autres membres du réseau. Donc, on peut passer à la slide suivante, pour aller un peu plus loin et aller dans le vif du sujet et de se dire, mais finalement, c'est quoi la franchise? J'ai une définition un peu, voilà, un peu large. C'est avant tout un moyen de créer son entreprise et de la développer. Ça n'est donc pas une finalité en soi. On est bien d'accord que l'objectif final, c'est pas d'être franchisé. L'objectif final, c'est de créer sa boîte et d'utiliser la franchise comme un moyen de la créer, cette entreprise. Donc, c'est un moyen de créer son entreprise ou de la développer. Si je prends le point de vue du créateur, le créateur, c'est le franchisé. Et celui qui développe une entreprise existante, ce sera le franchiseur. Puisque le franchiseur est d'abord un créateur d'entreprise au départ, qui a envie d'utiliser ce moyen-là aussi pour développer sa propre entreprise en multisite. Il faut savoir que ces deux entreprises, franchiseur et franchisé, sont juridiquement et financièrement indépendantes l'une de l'autre. Donc, il n'y a aucun lien de capital entre le franchiseur et le franchisé. Il n'y a pas quelqu'un qui est propriétaire d'un certain nombre de parts de l'un vers l'autre. Non, ce sont deux sociétés différentes qui ont des formes juridiques, qui peuvent avoir des formes juridiques différentes et qui ne seront, donc c'est un accord entre entreprises finalement. Ces entreprises seront liées par un contrat qui va reprendre des droits et les obligations de chacune des parties, contrat de franchise, puisqu'il va répondre à un certain nombre de critères. Le franchiseur, dans les trois éléments essentiels qu'il va offrir et mettre à disposition de son partenaire franchisé, c'est d'abord sa marque commerciale, puis un savoir-faire expérimenté, on va y revenir, et un accompagnement technique et commercial. Donc, il faut absolument qu'il y ait ces trois éléments-là qui sont transcrits, écrits dans le contrat pour qu'on puisse parler de franchise. J'insiste là-dessus parce que le mot franchise est souvent employé de manière assez large pour tout réseau commerciaux qui se développe parfois. Mais si on n'a pas ces trois éléments, ceux que je viens de citer, il ne s'agira pas de franchise. Ça sera une autre formule, comme je l'ai écrit là. Ça peut être de la licence de marque, ça peut être de la concession, ça peut être de la coopérative, ça peut même être du partenariat. Ça n'a pas de forme juridique particulière, mais des contrats de partenariat existent. Ça ne sera jamais de la franchise parce que ça veut dire que dans la licence, la concession, etc., il va manquer un des trois éléments. C'est absolument pas un jugement de valeur, ça peut très bien fonctionner, mais ça ne sera pas de la franchise. Alors, on va continuer notre bonhomme de chemin et je vais vous balayer, j'allais dire, en 6 éléments clés en quoi consiste être franchisé, devenir franchisé et comment choisir son réseau et comment se passe ma vie de franchisé dans le réseau. Le premier élément auquel vous allez vous attacher, forcément, c'est ce qu'on appelle le concept. Alors, le concept, c'est quoi? C'est cette espèce de formule, je dirais, clé en main, que le franchiseur va vous proposer de dupliquer, puisqu'il s'agit bien de faire ça. Est-ce que ce concept est sur un marché innovant? Est-ce que le concept en lui-même est innovant et original? Sur quelle taille de marché est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que c'est un marché mature? Est-ce que c'est un marché qu'on pourrait qualifier peut-être d'un peu saturé? Est-ce que c'est un marché émergent? Quelles sont les perspectives de développement de ce marché compte tenu de l'offre déjà actuelle qui s'offre et qui est proposée aux consommateurs? Le caractère innovant, bien entendu, dans un marché mature sera plus compliqué, mais on peut quand même toujours, et on voit, j'allais dire pas tous les jours, mais régulièrement, par exemple, des nouveaux réseaux de pizzerias qui se montent. Vous allez me dire, la pizza, si ça, c'est pas un marché mature dans lequel on trouve énormément d'intervenants, je ne sais pas ce qu'on peut trouver comme autre exemple. Et pour autant, il y a encore des gens qui trouvent des choses différentes. Alors, ça peut être le produit, mais ça peut être le type d'emplacement, ça peut être le positionnement prix, ça peut être les tailles de ville sur lesquelles ils s'installent, etc., etc. Ça peut être les nouvelles technologies de click and collect qui se mettent en place. Donc, bon, voilà. Donc, c'est pas bien, pas mal. Voilà, il faut quand même être attentif à la taille du marché, à la pertinence du marché. Est-ce que le concept a été expérimenté? Alors là, c'est hyper important puisque
Le franchiseur, je le disais dans ma définition, va mettre à votre disposition un savoir-faire expérimenté. Eh bien, ce savoir-faire, comment est-ce qu'il peut vous dire demain, quand vous allez le rencontrer, moi j'ai un savoir-faire expérimenté, parce que lui-même, bien entendu, l'a testé, c'est-à-dire qu'il a monté une entreprise, il a modélisé cette entreprise dans une unité, à un endroit, il en a créé un deuxième, il en a créé une troisième entreprise, toujours en essayant de réutiliser les mêmes méthodologies, les mêmes processus, et donc il crée ce qu'on appelle des sites pilotes qui servent à tester le modèle, à prouver la rentabilité du modèle, avant de se dire, OK, j'ai un modèle qui fonctionne, qui est rentable, maintenant, je peux, d'une certaine manière, le vendre à un futur partenaire franchisé qui, en l'appliquant, devrait rencontrer le même succès que moi. Et donc, l'expérimentation dans les sites pilotes permet de dégager un véritable savoir-faire qui va apporter une différence concurrentielle. Et je reviens à ma pizza, hein, je vais apporter une différence par rapport à ce qui existe déjà et ça va être mon avantage concurrentiel issu de mon savoir-faire. Il faut aussi s'intéresser à quel projet d'évolution le réseau travaille au niveau des produits, au niveau des services, au niveau de la technologie, voir un peu l'historique, comment ça a évolué depuis le temps et pour s'assurer que le franchiseur ne reste pas coincé parce que l'environnement concurrentiel est parfois dense, est parfois très actif et donc il faut toujours rester en alerte et en vigilance et donc faire évoluer ce concept. Et puis évidemment, tout ça étant, même si on a coché toutes les cases là sur le concept et que tout est au vert, il faut, à mon sens, hein, modestement moi je pense, avoir une affinité et une appétence avec l'activité que vous allez exercer. Même si grâce à la franchise, vous pourrez exercer une activité que vous n'avez pas faite jusqu'à présent dans votre vie précédente, n'empêche qu'il faut avoir une appétence pour le secteur d'activité parce que ça va être votre vie demain et que vous allez y consacrer, comme on l'a dit, beaucoup de temps et beaucoup d'argent, parfois, que vous allez en vivre, faire vivre votre famille et qu'il ne faut pas se tromper d'activité, sous prétexte qu'elle soit hyper rentable, si ça ne vous plaît pas, elle ne le sera pas longtemps. Voilà pour la partie concept. Deuxième élément à regarder, le réseau en tant que tel. Bon, quel est le rythme de développement du réseau? Depuis quand ce réseau s'est-il développé, s'est-il mis en place? On a vu l'ancienneté et l'antériorité avec les sites pilotes. Quel est le développement du réseau? Est-ce qu'il se développe à un rythme de 5 nouveaux points de vente par an? Est-ce que c'est 15? Est-ce que c'est 30? Est-ce que c'est 50? Là aussi, il n'y a pas de règle, il n'y a aucune contrainte particulière. Il faut juste se dire qu'un franchiseur, jeune franchiseur, qui devrait éventuellement, qui imaginerait ou qui fait 50 nouveaux franchisés par an, ça veut dire que derrière, il faut qu'il y ait une structure qui puisse accompagner l'intégration de tous ces franchisés. Et donc, ce n'est pas non plus donné à chaque franchiseur. Donc, attention, je dis souvent, c'est comme le vélo, quoi, en fait. Hein. S'il y a peut-être des futurs franchiseurs qui m'écoutent, c'est comme le vélo. Quand on va trop lentement, on tombe. Quand on va trop vite, on prend le mur. On arrive mal à négocier son virage. Donc, il faut trouver le bon rythme. Et là aussi, je n'ai pas de conseil à dire, il faut absolument que ça soit 15 par an ou 10 par an. C'est à vous de le trouver. Mais dites-vous bien qu'intégrer des franchisés, et pour les franchisés aussi, mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie, il faut des gens pour le faire. Sinon, voilà, ça ne pourra pas se faire correctement. Quel projet d'évolution, produit, service, j'en ai parlé. Quel est le processus de recrutement? On parle de recrutement en franchise, c'est vrai que ce n'est pas du recrutement de salariés, on est bien d'accord, mais voilà, il faut savoir que vous allez choisir votre réseau et le franchiseur choisit ses franchisés. Donc, il y a une période comme ça d'approche, de prise de connaissance, de prise de contact, qui va se faire en plusieurs étapes et très souvent, c'est quand même assez structuré ce processus de recrutement et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour vous, futurs franchisés, parce que ça vous laisse le temps de découvrir le réseau, de découvrir les personnes qui incarnent ce réseau et qui y travaillent. Et c'est intéressant pour le franchiseur parce qu'il revoit à plusieurs reprises ce franchisé. Il n'a pas envie de se tromper parce que le franchisé porte la marque, porte les valeurs de la marque et donc il n'a aucun intérêt à se tromper parce que si un point de vente ferme, c'est pas bon pour cette image de marque. Puis c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi dépensé pour pas grand-chose et en face, ça fait forcément des dégâts, j'allais dire, non seulement financiers pour le franchisé, mais psychologiques aussi. Donc,
vous allez probablement voir une personne qui est le développeur à plusieurs reprises, mais parfois plusieurs personnes aussi. Et on va vous proposer de plus en plus de faire ce qu'on appelle des stages de découverte ou des stages d'immersion. Allez-y, foncez dans ces stages-là. C'est très important et très intéressant parce que c'est un peu le vie ma vie de franchisé. Donc, on va vous mettre en situation, on va vous permettre de rester une journée, 2 journées, 3 journées en boutique, comme si c'était la vôtre, ou en agence en fonction de l'activité. Et vous allez pouvoir voir les côtés sympas du métier, hein, parce qu'il y en a, mais il y en a aussi des moins sympas. Et c'est bien de les connaître avant de se lancer. Donc, ces stages de découverte, ils sont pour moi hyper importants avant de prendre sa décision finale. Et jusque-là, vous n'êtes pas engagé. Donc, ces stages, ils sont faits là justement pour valider votre candidature des deux côtés. Et puis, un dernier élément que vous pouvez prendre en compte, et je serais mal placée pour ne pas en parler, est-ce que ce réseau est membre de la FFF? Nous, on est la Fédération française de la franchise, on est une fédération professionnelle, on défend le modèle de la franchise, ce modèle de développement d'entreprise. On a parmi nos membres les réseaux de franchise qui se disent, ben, moi je suis membre de ma fédération professionnelle, enfin de métier, je suis membre de la fédération de la boulangerie par exemple, mais comme j'ai choisi d'utiliser la franchise pour me développer, je suis membre aussi de la fédération de la franchise parce que ça va m'amener des compétences sur mon métier de franchiseur. Et nous sommes une fédération sélective parce que nous demandons et nous auditons chacun des réseaux qui veulent devenir adhérents, nous auditons les réseaux pour savoir s'ils fonctionnent, s'ils se développent dans le cadre d'une déontologie, la déontologie européenne de la franchise, qui permet à chacune des parties, franchiseurs et franchisés, de s'y retrouver dans le deal. Donc, je ne veux pas aller plus loin, mais tous les membres de notre fédération, nous avons 190 réseaux maintenant à peu près qui sont membres de la fédération, vous pouvez les retrouver sur notre site. Troisième élément, bien entendu que vous allez analyser avant de prendre votre décision, on est toujours dans le cheminement de devenir franchisé, c'est bien entendu les coûts et la rentabilité. Alors si vous aviez la parole et que je vous questionnais, et je vous dirais quel est votre premier critère de choix pour choisir un réseau, je suis sûre que vous m'auriez dit la rentabilité. Oui, la rentabilité, évidemment la rentabilité, mais pas la rentabilité à tout prix dans un secteur qui ne me plaît absolument pas, dans lequel je suis censée m'investir à 150%. Donc oui, une rentabilité. La rentabilité, c'est les derniers points là qui sont listés. Le franchiseur est censé vous donner une rentabilité moyenne d'une agence, d'un point de vente. Il est capable de vous dire à quelle échéance vous aurez votre retour sur investissement, au bout de combien de mois vous atteindrez votre point mort, votre CA moyen à maturité, les ratios d'exploitation d'un point de vente type pour que vous puissiez utiliser ces éléments-là. Allez voir votre expert comptable et travailler avec lui sur votre business plan. Allez voir aussi éventuellement la chambre de commerce pour vous aider à faire votre étude de marché. Tout ça sont des choses qui vous reviennent et que vous devez faire. Si on parle des coûts spécifiques à la franchise, vous avez ce qu'on appelle un droit d'entrée. Le droit d'entrée, c'est une somme que le franchiseur va vous réclamer et qui va payer le droit à l'utilisation de la marque, qui va sans doute payer la formation initiale que vous aurez, puisque, on en reparlera dans le slide précédent, vous serez formé à votre nouveau métier. Ça va payer l'exclusivité géographique si vous bénéficiez d'une exclusivité géographique, c'est-à-dire vous serez le seul sur une zone bien précisée dans le contrat à développer cette enseigne-là. Vous serez le seul à avoir une boutique, une agence de cette enseigne-là. Donc, le droit d'entrée paye aussi l'accompagnement à l'ouverture dont on parlera juste après. Donc, c'est un montant forfaitaire. Parfois, il n'y en a pas. Parfois, ça peut aller jusqu'à 45, même parfois, j'en ai vu à 50, 55 000 euros. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le droit d'entrée. Si vous partez tout seul demain, forcément, c'est un coût que vous n'aurez pas. Deuxième élément spécifique à la franchise, c'est ce que vous paierez pour tous les services que le franchiseur va mettre à votre disposition durant toute votre vie de franchisé. C'est ce qu'on appelle en numéro 1 les royalties. Les royalties, c'est la rémunération du franchiseur et c'est un pourcentage
sur le chiffre d'affaires hors taxe que vous allez faire et que vous allez faire et payer mensuellement. Généralement, ces royalties sont situées entre 2 et 10% du CA hors taxe mensuel. Là, il manque entre parenthèses, j'aurais dû vous préciser que c'était CA hors taxe, mais voilà un peu comment ça fonctionne. Et vous pouvez avoir, en plus de cette royalties ou de ces redevances directes, des redevances qu'on qualifie parfois aussi de indirectes, qui sont des redevances de publicité ou de marketing, peu importe comment on l'appelle. Là, la redevance de publicité nationale, elle sert à mettre en place des campagnes, à financer des campagnes de publicité nationales qui peuvent prendre différentes formes, hein, des spots à la radio, des spots à la télé, de l'affichage dans les villes, sur les 4x4, les 4x3, sur les, je sais pas, les sucettes de co, ça peut être de l'achat de mots sur Google, etc., etc. Bref, tout ce qui touche de manière nationale le consommateur, c'est un pot commun dans lequel abondent chacun des franchisés et aussi les franchiseurs, s'ils ont des points de vente succursales, ils mettent aussi dans le pot et avec cet argent-là, on fait de la pub nationale qui permet à l'enseigne et puis aux membres de ce réseau d'en profiter indépendamment de l'endroit où ils se trouvent. Et ça, c'est ce qui est spécifique à la franchise, mais vous aurez aussi des coûts qui ne sont pas forcément spécifiques et que vous retrouverez, quelle que soit la manière dont vous créez votre entreprise. Mais si vous partez seul, bien entendu, vous aurez un aménagement de local à faire, bien entendu, vous aurez une enseigne à mettre sur votre tête, une enseigne lumineuse sur la façade, bien entendu, vous aurez un système informatique à financer, etc., etc. Eh bien ça, c'est quelque chose que vous ferez et que vous financerez, bien entendu, en respectant une charte d'aménagement intérieur, puisque vous l'aurez constaté, les marques, ben, l'aménagement est tout identique partout. Donc, cet aménagement intérieur sera à votre charge et tout ça va constituer ce qu'on appelle l'investissement total. Donc, le franchiseur va vous donner souvent 4 chiffres. Le chiffre de l'investissement total, ça peut démarrer à 80 000 €, ça peut aller jusqu'à 1 million, voire même plus, hein, 1,5 million, 2 millions. Ça dépend de l'activité que vous faites. Donc, l'investissement total, il va vous dire, mon droit d'entrée, c'est 30 000 €. Alors, ça ne veut pas dire que l'investissement total il faudra y ajouter le droit d'entrée. Dans l'investissement total, il y a déjà le droit d'entrée qui est mis dedans. Mais c'est pour que vous puissiez disséquer, j'allais dire, et dissocier l'ensemble. Il va vous donner les chiffres de royalties pour que vous sachiez à combien elles se montent pour créer votre business plan après. Et il va aussi vous donner un 4e chiffre qui est celui de l'apport personnel. Donc ça, c'est l'argent, j'allais dire presque liquide finalement quelque part, que vous avez à mettre dans l'affaire. Et cet apport personnel, globalement, tourne autour de 30% de l'investissement total. Donc, si un franchiseur vous dit, ben, pour faire l'opération chez moi, pour créer un nouveau point de vente chez moi, ça coûte 100 000 € et donc il vous faut un apport personnel de 35 000 €, ça veut vraiment dire que vous devez avoir cet apport personnel. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire financer par une banque. Au contraire, puisque la banque ne financera que les 70% restants. Et la banque va vous demander un apport personnel. Donc, en soit, ce n'est pas le franchiseur qui vous demande l'apport personnel, ce n'est pas pour lui cette somme-là. C'est parce qu'il sait très bien que si vous n'avez pas les 35 000 €, la banque ne va pas vous suivre. Donc, c'est important aussi dans vos recherches et dans vos contacts de vérifier l'apport personnel demandé par les franchiseurs parce qu'il faut avoir un peu les moyens de ses ambitions. Et quand je disais qu'il y avait, voilà, les montants d'investissement peuvent être de 80 000 € par exemple, même parfois encore un peu moins, on sera dans le service parce que ça demande moins d'investissement de manière générale, le service, que ce soit du service aux entreprises, du service à la personne, etc. Et quand on est vers les fourchettes hautes d'investissement, on va être vers la restauration à table, on va être vers l'immobilier, l'hôtellerie par exemple, qui sont des activités qui sont globalement très chères, finalement, que vous partiez en franchise ou pas. 4e élément, l'aide et l'assistance. Donc, on a vu comment on choisissait, on pouvait choisir son activité, les coûts, la rentabilité, et puis qu'est-ce que le franchiseur fait pour vous, puisque dans les royalties, vous payez ce service d'assistance et d'accompagnement qui fait partie du 3e pilier
de la franchise, hein, souvenez-vous, l'enseigne, le savoir-faire et l'accompagnement. Eh bien, comme je l'ai dit en détaillant un peu ce qu'on retrouvait dans le droit d'entrée, le franchiseur peut vous aider avant l'ouverture et vous accompagner avant l'ouverture ou le lancement de l'activité à rechercher votre emplacement, à vous mettre en contact avec des banques avec lesquelles ils sont partenaires pour rechercher un financement, pour bâtir avec vous une espèce de rétro-planning jusqu'au lancement, pour être bien sûr que toutes les étapes sont faites en vous disant ça c'est à vous de faire, créer votre forme juridique par exemple, là il faut que vous alliez voir votre expert comptable, là il faut refaire une étude de marché, et donc il vous balise un peu le terrain en disant ça je m'en occupe, ça c'est à vous de vous en occuper. Et puis le franchiseur est toujours là au moment du lancement de l'activité. Mais c'est bien de se poser la question et de lui poser la question, qui vient m'aider au lancement de l'activité? Combien de temps cet accompagnement au lancement dure? Ça peut durer quelques jours jusqu'à quelques semaines, ça dépend aussi des activités. Si vous êtes dans du service aux entreprises, vous avez des franchiseurs qui vous accompagnent lors des premiers rendez-vous avec des prospects, par exemple, etc., etc. Important aussi de s'informer et de savoir ce qu'il en est de la formation initiale, puisque le savoir-faire que le franchiseur a développé dans ses sites pilotes va vous être transmis de deux manières, par la formation initiale, et je reviens à ce que je vous disais, vous n'avez pas forcément besoin d'être du milieu technique dans lequel vous allez investir ou dans l'activité dans laquelle vous allez investir, vous ne devez pas avoir forcément de compétences techniques puisque le franchiseur va vous former. Mais bien sûr, si vous êtes intéressé par un centre automobile, le franchiseur, il ne vous forme pas à devenir mécano. Vous n'allez pas avoir un CAP de mécanicien en sortant de la formation initiale. Vous allez sortir en étant capable de gérer un centre auto, avec toute la partie management, une partie technique, parce qu'il faut quand même comprendre ce qu'on fait, une partie informatique, une partie commerciale, etc. Mais ce n'est pas vous qui allez faire la prestation technique. Vous allez vous entourer de mécanos que vous allez embaucher. Et la même chose chez un fleuriste, et la même chose chez un service à la personne, etc., etc. Donc, la formation initiale vous forme à votre nouveau métier, mais il faut comprendre combien de temps elle dure, ce qu'il y a dedans, où elle va se dérouler, etc., etc. Je dis souvent aussi, effectivement, si le franchiseur vous dit, alors moi, je vais vous apprendre un nouveau métier, pas de souci, la formation initiale, elle dure 3 jours et je vous demande un droit d'entrée de 80 000 €, ça me semble quand même un peu léger, ça demande quand même à être creusé, parce que si en 3 jours, vous pouvez être formé à un métier, peut-être que vous n'avez pas besoin du franchiseur pour ça. D'accord? Donc, c'est un curseur, une espèce de marqueur qui peut provoquer la réflexion. Maintenant, vous avez des formations qui durent 3 semaines, c'est tout à fait correct. Vous en avez qui vont durer plusieurs mois dans certains réseaux. Et puis, bien entendu, le gros de l'accompagnement, c'est pendant la durée du contrat. Et quand je vous disais tout à l'heure, un réseau qui se développe trop vite, bah, comment est-ce qu'il arrive à intégrer et à accompagner tout le monde s'il n'est pas staffé derrière? Et le staff, c'est quoi? C'est une équipe d'animation. Ce sont des gens qui vont sur le terrain, qui vont vous voir, qui sont votre interlocuteur privilégié, qui vous voient en face à face dans votre boutique, dans votre agence, qui font des réunions régulières, etc. Donc, tout ça, il faut vous informer là-dessus. Le franchiseur, en principe, est transparent et peut vous raconter ce qui se passe. Mais c'est important de s'en informer. Les fréquences des visites, combien de fois? Est-ce qu'il y a une équipe, j'allais dire au siège back-office, qui peut répondre à mes questions si jamais j'ai des éléments à demander? 5e élément, j'essaye d'avancer pour ne pas être en retard. Jusque-là, je pense que ça va encore. La vie dans le réseau. Je vous disais tout à l'heure qu'en préambule et dans les premières réflexions que vous devez avoir, je vous disais, c'est entreprendre en réseau, donc il faut aimer et participer à cette vie de réseau. Et le franchiseur, forcément, est à la manœuvre pour insuffler je dirais, cette envie et ce besoin de contact et d'échange. Donc, il est important et intéressant pour vous dans votre choix et dans votre sélection et dans vos contacts avec les franchiseurs de vérifier comment circule l'information au sein du réseau. Est-ce que cette circulation d'informations est facile, est fluide? Quel est le circuit? J'ai parlé d'un animateur, je dirais c'est la courroie de transmission idéale entre ce
qu'on appelle la tête de réseau, donc le franchiseur, et le franchisé sur le terrain. Puisque l'animateur, il va voir son franchisé, avec qui il discute, qui va lui parler de ce qui va bien et souvent de ce qui ne va pas bien, et va lui faire des suggestions aussi, en disant, mais moi, finalement, j'ai testé quelque chose, voilà comment je l'ai fait, et ça a donné de bons résultats. Et donc ça peut remonter à la tête de réseau. Et puis finalement, si l'information, elle est bonne et si l'expérience, elle est concluante, ça peut être dupliqué aux autres franchisés, et c'est comme ça qu'on avance. Donc, quel est le circuit, la circulation d'informations au sein du réseau? Et comment sont consultés les franchisés? Alors moi, j'ai un peu d'âge, mais quand même pas suffisamment pour avoir connu les premiers franchiseurs dans les années 70. Mais la manière de faire de la franchise aujourd'hui n'est plus du tout la même. Donc, ça n'est plus moi, franchiseur, Dieu le Père, je vais tout vous apprendre. Non, c'est de l'intelligence collective, c'est de la co-construction. Alors, avec sa limite quand même, parce que c'est le franchiseur qui est propriétaire de la marque, c'est lui qui est propriétaire du concept. Donc, quand même, bon, ça reste son concept à lui. Mais il est, j'allais dire, friand. En tout cas, il est à l'écoute de ses franchisés via des commissions. Il y a des groupes de travail, des commissions sur des sujets bien précis qui sont mis en place, dans lesquels on invite les franchisés à venir et à partager leurs expériences, ou parce que le franchisé, comme je vous le disais, n'était pas du tout dans ce secteur d'activité-là, mais c'était quelqu'un qui a été, je dis n'importe quoi, un directeur du marketing dans une boîte et qui a voulu se lancer à son compte. Bah, il a plus que des notions de marketing, il peut les mettre à profit du réseau. Et donc, on travaille comme ça sur des sujets autour de commissions, qui peuvent être des commissions produits, des commissions informatiques, des commissions RH. Tout dépend de l'activité et de l'importance du sujet dans le réseau. Il peut y avoir des journaux internes, maintenant vous avez des Facebook internes, vous avez des CRM, enfin il y a plein de systèmes qui existent pour être en lien et en communication permanente. Et au-delà de ça, on a quand même encore des réunions physiques, hein, on en revient quand même, des conventions annuelles, des réunions régionales où vous avez l'animateur qui rassemble ces franchisés d'une même région pour toujours échanger, partager, etc. Donc, s'intéresser à savoir comment est organisée ma vie de franchisé dans le réseau, quelle est ma place dans le réseau, est important aussi. Alors, je dis tout de suite, pour les jeunes réseaux, si vous vous intéressez à un jeune réseau, vous n'aurez pas tout ça tout de suite, hein. Le jeune réseau, il avance aussi petit à petit. Et il faut être clair, il n'a pas les moyens non plus, au départ, de mettre 15 000 supports à disposition de ses franchisés. Mais assez vite, dès qu'on a un certain nombre de franchisés, on commence par faire une convention, une réunion, on met en place une commission et ça avance comme ça au fur et à mesure. Un petit mot sur le cadre contractuel sans aller trop loin parce qu'on n'en a pas le temps. Il n'y a pas de loi sur la franchise. Donc, je vous disais tout à l'heure, la franchise, parfois, je ne veux pas dire que le mot est galvaudé, mais c'est utilisé pour des modèles de développement qui ne sont pas finalement réellement de la franchise. Mais ceci étant, il n'y a quand même pas de loi qui contraigne un franchiseur à faire ça, comme ça, comme ça et comme ça. Nous, c'est notre déontologie, c'est la pratique qui fait qu'on sait qu'un réseau de franchise doit fonctionner comme ça, mais il n'y a pas de contrat de loi là-dessus. Donc, le contrat de franchise, c'est, j'allais dire, l'agglomération de différents droits, le droit des contrats, parce que tout ça existe, hein, le droit des contrats, le droit de la propriété intellectuelle, le droit de la concurrence, etc., etc. Et donc, on met tout ça dans ce contrat qui est un contrat commercial, finalement. Et donc, aujourd'hui, je dirais, il n'y a pas de contrat type, parce qu'en fonction de ce qu'on fait, de la manière dont on veut le faire, ça peut varier. Il y a quand même des têtes de chapitre qui s'y retrouvent. Par contre, il y a quand même un document qui est abrévié ici, mais qui s'appelle, in extenso, ça s'appelle document d'information précontractuelle. On parle souvent du DIP, qui est issu d'une loi qui s'appelait la loi d'Oubin et qui est maintenant inscrite dans le Code de commerce, donc c'est une forme de loi, hein, si vous voulez, sous un article bien précis, et qui impose aux franchiseurs de donner à ses futurs franchisés un document d'information précontractuelle qui doit être délivré minimum 20 jours avant la signature du contrat. L'objectif de ce document, c'est de donner aux futurs franchisés
un maximum d'informations sur l'entreprise du franchiseur pour que le franchisé prenne sa décision de signer le contrat en parfaite connaissance de cause. Donc, que ce ne soit pas, je vous donne le contrat, on se tape dans la main, je ne sais pas trop qui vous êtes, mais je signe quand même, et me voilà engagé pour 5 ans, pour 10 ans, et une fois que je suis engagé, c'est trop tard. Donc, c'est une période de réflexion qui est alimentée par toute une série d'informations très précises, parce que la loi précise bien ce qu'il faut mettre dans ce DIP. Donc, j'allais dire le pédigré du franchiseur, son CV, l'évolution du réseau, des notions de savoir-faire, les 2 derniers bilans du franchiseur, bilan des pilotes, la liste des franchisés en activité, la liste des contrats qui se sont terminés l'année précédente et la raison pour laquelle ils se sont terminés, un état général du marché, un état local du marché, les conditions essentielles qui sont reprises dans le contrat, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très précis. Et en annexe de ce DIP, vous allez avoir un contrat de franchise. Contrat de franchise type que vous pourrez comme ça prendre le temps de lire ou de faire relire, ce que je vous conseille par un juriste, avant de le signer, pour comme ça poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc ça, c'est une obligation légale, donc il faut absolument que vous le receviez. Après, vous allez vous intéresser à la durée du contrat. Bon, 5 ans minimum, 7 ans, 10 ans, c'est assez long, 10 ans déjà, mais ça dépend du niveau des investissements. Généralement, plus l'investissement est lourd, plus le contrat sera long, parce que le retour sur investissement va sans doute être plus long aussi. Donc, la durée du contrat, en dessous de 5 ans, je ne le conseillerais pas. J'en vois pas beaucoup, des contrats voire très peu, qui sont en dessous de 5 ans. Le minimum, c'est souvent 5 ans. Ça peut vous paraître long, mais on reste dans la création d'entreprise, dans une entreprise qui va prendre du temps, malgré tous les outils que vous aurez de la part du franchiseur, à monter en puissance, pour que vous puissiez bénéficier aussi, je dirais, et gérer une entreprise à maturité. Il faut voir quelles sont les conditions de renouvellement de contrat, puisque souvent, c'est comme je le disais, ça peut être des contrats à durée déterminée, donc au bout de 5 ans, on se repose la question de savoir si on renouvelle ou pas. Vous pouvez tout à fait reprendre votre liberté au bout de 5 ans, si la durée est de 5 ans, mais vous pouvez aussi renouveler, dans quelles conditions. Est-ce qu'il y a des exclusivités, et notamment des exclusivités d'approvisionnement? Est-ce que vous avez une zone géographique exclusive? On en a parlé tout à l'heure. Voilà, rapidement sur le cadre contractuel. Et puis, derniers petits éléments et petites recommandations. Il me semble complètement indispensable, avant de prendre votre décision et de signer le contrat, de rencontrer les franchisés du réseau. Parce que vous allez rencontrer le franchiseur, même peut-être plusieurs personnes au sein du réseau. C'est très bien. Et forcément, en tout cas dans le premier entretien, le premier contact, le franchiseur, il va vous dire que son réseau, il est très, très bien. Mais vraiment, il est très, très bien, son réseau. Et évidemment, il va vous vendre son réseau. Il ne va pas vous le dénigrer. Et donc, c'est important. Alors après, en discutant, vous aurez d'autres éléments. Je caricature un peu, mais c'est important d'aller voir ce que les franchisés en pensent de ce réseau. Nous, quand on accepte, avant d'accepter un franchiseur, un réseau dans notre fédération, bien entendu, on a de longs entretiens avec le franchiseur, mais on questionne aussi les franchisés pour savoir s'ils sont contents de leur sort et si tout se passe normalement ainsi que ça avait été prévu. Donc, vous aurez dans le DIP la liste des franchisés en activité, allez les voir. Et puis, dernier élément, choisir un franchiseur avec lequel on partage les mêmes valeurs. Là aussi, on en parle de plus en plus. Tous les franchiseurs n'envisagent pas leur activité, la manière de faire cette activité de la même manière. Et il y a des choses qui vont vous parler et d'autres qui ne vont pas vous parler. Donc, laissez parler votre cœur et choisissez des gens avec qui vous avez envie de travailler parce que vous allez travailler tout le temps avec eux de manière très régulière. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci Rosemary pour toutes ces précisions. Effectivement, je pense que tout cela nous a permis de bien cerner le sujet. Donc, nous avons plusieurs questions qui sont arrivées. Donc, nous allons les reprendre. Donc, une première question d'Olivia qui nous demande, bonjour Olivia, quel statut juridique est préconisé pour la création d'une franchise, une SA ou une SARL ou une autre forme juridique? Alors, je ne peux pas vous donner de réponse parce que tout est possible.
Il n'y a aucune contrainte à ce niveau-là. Jamais un franchiseur, ou en tout cas ce serait très malvenu, un franchiseur vous dira il faut créer une SA, une SARL ou autre chose. C'est vraiment quelque chose une chose à laquelle vous devez réfléchir avec votre expert comptable. Généralement, c'est quand même lui qui est bien placé pour savoir, et ça va dépendre de votre, j'allais dire, statut patrimonial, matrimonial, votre objectif. Est-ce que cette entreprise, vous la créez pour vous toute seule? Est-ce que demain, il y aura d'autres actionnaires? Est-ce que c'est une entreprise que vous allez céder à vos enfants par après? Etc., etc. Donc, ça tient compte de tellement de paramètres qu'il n'y a pas de réponse. Mais vous êtes complètement libre de choisir la forme que vous souhaitez. Alors, je précise à ce sujet que nous avons eu des conférences hier sur le choix de la forme juridique. Donc, une conférence de 45 minutes sur le choix de la forme juridique et une conférence de 10 minutes voilà, sur la différence entre SARL et SAS. Voilà, donc des conférences que vous pourrez retrouver en replay. Alors, dans la poursuite toujours de la question d'Olivia, donc Olivia nous pose une seconde question. En projet familial, que conseillez-vous? Que les membres de la famille soient associés pour chaque filiale ou uniquement directeur managérial de la filiale et non décisionnaire dans le fonctionnement financier? Olivia nous a également posé une troisième question un petit peu plus loin. Donc, en fait, si je comprends bien la situation d'Olivia, par rapport à la troisième question qu'elle nous a posée, en fait, vous êtes plus, Olivia, dans la situation d'un franchiseur que d'un franchisé, si je comprends bien. Voilà, si vous pouvez peut-être juste nous le confirmer par le chat. Donc, et lorsque vous parlez en fait de filiale, je pense que vous parlez de franchisé. Ah oui, alors on peut en tant que franchisé, même en tant que franchiseur au départ, si on crée du multisite, ça peut être, ces points de vente différents peuvent être des filiales, mais souvent c'est une seule même entreprise avec des succursales en fait, qui n'ont pas d'entité juridique propre. Mais bon, là aussi, c'est pas que je veux pas répondre, mais c'est complètement à votre main et c'est une réflexion qui doit être menée soit avec un avocat, soit avec un expert comptable pour savoir, il n'y a pas une solution en fait. À nouveau, je reviens sur ce que je disais, ça dépend quel est votre projet derrière. Oui, donc effectivement, Olivia nous confirme qu'elle est plus effectivement dans la situation de vouloir créer un réseau. Ouais. Dans le futur. Et donc, une des questions d'Olivia, je n'ai pas oublié la question de Lucas, hein, j'y reviendrai juste après. On finit juste avec Olivia, si vous voulez bien. Une question d'Olivia qui est effectivement, la conférence est effectivement tournée vers entreprendre en franchise. Effectivement, elle s'adresse plus à des porteurs de projets, on va dire à des futurs franchisés. Et Olivia nous demande en fait de quelle manière elle peut disposer d'informations sur la création de franchise. Donc, elle peut venir vers moi, il n'y a aucun problème. On peut discuter ensemble. On a même, nous, de la formation. Alors, on a aussi une formation pour devenir franchisé, mais dans le cadre de notre organisme de formation qui s'appelle l'Académie de la franchise, on a une formation qui s'adresse à des futurs franchiseurs qui s'intitule Créer et développer son réseau de franchise. Et on a tous les outils qu'il faut dans cette formation, mais on peut en discuter en amont, bien entendu, et vous pouvez me contacter sans aucun problème. Mais ça rejoint un peu ce que certains franchiseurs font, c'est qu'ils ont une première société, alors associée, pas associée, qui gère le développement d'abord des points de vente en succursale, on va dire, les fameux sites pilotes. Et puis quand ils commencent à se développer en franchise, ils créent une autre société, qui est la société franchiseur, qui va devenir la société franchiseur de développement. Mais là aussi, voilà, l'avocat ou l'expert comptable pourra vous aider mieux. Très bien. Et une dernière question, une question de Lucas, qui nous demande, doit-on payer le droit d'entrée lorsque l'on reprend une entreprise en franchise? Alors oui, souvent oui, parce que vous êtes un nouveau franchisé qui avait accès, comme le premier à qui vous reprenez l'activité, vous allez devoir être formé, vous allez être accompagné, enfin vous allez bénéficier, j'allais dire, du même niveau de service et donc vous allez repayer un droit d'entrée. Oui, tout à fait. Parfait. Écoutez, merci beaucoup, mais je vois que nous arrivons, voilà, nous avons traité l'ensemble des questions qui ont été posées, donc nous arrivons au terme de ce webinaire qui était prévu effectivement jusqu'à
14h45, voilà, nous sommes parfaitement dans le timing. Alors, je précise que vous avez une autre visioconférence qui démarre d'ici 15 minutes, qui est animée par la région sur le dispositif Chèque Créa, voilà, qui est mis en œuvre par la région Grand Est pour faciliter l'accès à l'accompagnement aux porteurs de projets. Rosemary Moins, un grand merci. Je peux juste préciser, si, vous pouvez passer mes coordonnées aux personnes si elles veulent me contacter en direct. Je n'ai pas de souci là-dessus. D'accord. Ok, bien, écoutez, si des personnes sont intéressées, bien n'hésitez surtout pas à nous contacter. On pourra vous remettre effectivement toutes les coordonnées de Madame Moins. Voilà, merci beaucoup Madame Moins. Un grand merci à la Fédération française de la franchise pour votre participation, toujours fidèle au Salon Go. Toujours un plaisir, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Je vous remercie. Donc, je remercie également tous les participants à cette conférence, votre participation active pour ces échanges, ces questions. Et je rappelle que vous pourrez en fait retrouver cette visioconférence sur la chaîne YouTube de la CCI et de la Chambre des métiers. Donc, n'oubliez pas que le Salon Go ne fait toujours que commencer. Nous sommes qu'à la deuxième journée du salon et que vous pouvez encore assister à de nombreuses visioconférences sur des sujets très variés. Le programme est toujours disponible sur le site salon-go.fr. Je vous rappelle également que le salon est ouvert en présentiel ce vendredi 19 novembre de 9h à 17h non-stop dans les locaux de la Chambre des métiers de l'artisanat à Metz. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à venir nous rencontrer. La CC et la CMA sont toujours à vos côtés pour aller plus loin dans votre projet. Et il nous reste à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet et un très bon salon. Merci, à très bientôt.